Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que ton banquier ne te dit pas. Donc si tu veux savoir de quoi je te parle, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Plus sérieusement, salut ambitieux, salut ambitieuse et bienvenue sur ma chaîne, plutôt bienvenue sur ta chaîne YBA Courtage. Je me présente rapidement, je suis courtier, je m'appelle Roméo, je suis également formateur et marchand de biens dans le cadre de l'immobilier. Et le but de cette chaîne, c'est de donner un coup de pied aux fesses pour que tu te lances dans l'immobilier. Donc concrètement, si tu n'as pas prévu de te lancer dans l'immobilier, si tu ne connais pas quelqu'un qui a prévu de se lancer dans l'immobilier, passe ton tour, ne t'abonne pas. Merci d'avoir regardé ces quelques secondes, mais elle ne te servira à rien. Parce que là, ce que tu vas avoir, c'est des conseils concrets pour que tu te lances dans l'immobilier. Par contre, bienvenue à toi si tu t'es abonné et que tu fais partie de la famille des ambitieux, qui ne cesse de grandir. Et d'ailleurs, je vous en remercie régulièrement. Aujourd'hui, nous allons aborder ce fameux secret, ce secret bien gardé que les banquiers n'aiment pas dévoiler, à part quand tu leur poses la question et qu'ils se sentent obligés de te répondre. C'est un secret qui a une influence directe sur tes projets à venir et sur tes projets actuels. Et je pense que c'est un secret que tu devrais connaître. Donc j'ai décidé de faire une vidéo assez simple et rapide par rapport à ça sur 3 questions. La première, c'est pourquoi ils ne nous le disent pas. La deuxième, c'est qu'est-ce qu'ils ne nous disent pas. Et la troisième, c'est comment faire en fait face à ce fameux secret. Donc je t'invite vraiment de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître les réponses à ces questions-là. Donc la première question, pourquoi ils ne nous le disent pas? En fait, c'est simple. C'est la peur de perdre des clients. Oui, parce que lorsqu'ils te dévoilent s'ils sont d'un bord ou d'un autre, tu comprendras dans quelques instants de quoi je veux parler quand je te dis ça, naturellement, ils pourraient t'amener à perdre des clients et du coup, cet esprit de conquête, ils ne pourraient plus l'avoir. Et surtout dans le cadre de l'immobilier, parce qu'il ne faut pas oublier que le produit qui fait ramener des clients, même une famille entière dans une banque, c'est le projet immobilier, que ce soit de l'investissement locatif ou de la résidence principale. Dire que j'ai le pouvoir ou je n'ai pas le pouvoir, tu l'auras compris que c'est quelque chose qui peut jouer clairement en leur défaveur ou à l'inverse. C'est les raisons pour lesquelles, en tout cas sur le point de vue client, ils ne le disent pas. Ensuite, sur le point de vue professionnel, c'est tout simplement pour ne pas perdre en crédibilité. Il faut savoir que le banquier est vu comme un expert de l'immobilier. Et ça, c'est à défaut. Parce que la banque est une épicerie commerciale. Elle vend énormément de produits commerciaux. D'accord? Lorsque tu as un problème avec ta carte bleue, et que tu décides d'appeler ton banquier va te dire « Non, attendez, je vais vous passer un numéro spécialisé à ce sujet-là. » Lorsque tu as un problème, un sinistre avec ton habitation, ça va être la même chose. Et quand tu fais face à ce genre de problème, tu comprends en fait que le banquier, c'est juste un intermédiaire. Et d'ailleurs, c'est même la manière dont il est décrit, c'est un intermédiaire bancaire. Le banquier passe un certificat, c'est l'IOBSP, donc intermédiaire en opérations bancaires et services de paiement. Donc il n'est pas à la création et à la base même des produits qu'il te vend. En définitif, te dire qu'il peut ou qu'il ne peut pas le ferait perdre encore plus en crédibilité aux yeux de l'inconscient collectif qu'on a du banquier. Alors quelles sont ces choses à connaître, Roméo? C'est très simple, c'est le pouvoir de dire oui ou de dire non, le pouvoir de délégation. Qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire lors d'un projet immobilier. Et pour ça, ça se décrit de 2 manières. J'en parle très souvent dans mes vidéos. C'est la garantie réelle et la garantie déplacée. La garantie réelle, c'est la garantie anciennement appelée l'hypothèque ou l'IPPD, c'est privilège en prêteur de deniers, ou bien c'est l'inscription au privilège de prêteur de deniers, ou sinon c'est de l'hypothèque classique. C'est la première forme de garantie qu'on a connue dans les services de crédit immobilier. Ensuite, il y a eu la deuxième garantie dont on va parler. Pour commencer par rapport à cette première garantie que je vais appeler donc la garantie réelle. Les avantages de celle-ci, c'est que là, ton banquier a le pouvoir. Là, ton banquier peut dire oui ou peut dire non à un certain degré. On appelle ça d'ailleurs un pouvoir de délégation. Très souvent, j'entends des clients me dire « Mon banquier m'a dit qu'il avait un pouvoir de délégation ». Jusqu'à 400 000, jusqu'à un demi-million, jusqu'à 60 000, enfin, peu importe le nombre qu'il y a, il a un pouvoir auquel il peut dire oui ou il peut dire non lorsqu'il a et qu'il pratique de la garantie réelle. Je précise bien ce point-là parce que alors, toutes les banques peuvent faire de la garantie réelle, mais certaines n'ont pas pour objectif et habitude de le faire. Ce n'est pas dans leur culture commerciale. Donc l'avantage, c'est qu'il peut dire oui ou il peut dire non. L'inconvénient, et c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'en 2023,
il va avoir un pouvoir qui va être plus restreint parce que les normes HCSF ont changé. Les banquiers ont le droit de réserver cette garantie réelle à un certain type de client qu'elle décide. Hein. Ce n'est pas les normes HCSF qui proposent ça, c'est elle qui décide de le proposer à un certain type de client parce qu'elles n'ont pas le code infini en fait à ce sujet-là. Donc elles vont être plus regardantes sur la qualité du dossier, sur la qualité du client vers lesquels elles vont se positionner sur de la garantie réelle. Parce que là, le risque, il est vraiment réel. D'accord? Et l'inconvénient, c'est qu'on a des normes BAL 1, BAL 2, BAL 3, je crois qu'il y a BAL 4 aussi qui est arrivé, qui demandent à avoir un certain pécule, donc financier, dans les comptes en fonds propres, afin de ne pas finir comme certains scandales qu'on peut voir ces derniers temps, des banques qui font banqueroute, qui n'ont plus de fonds, etc., etc. Après, il va y avoir vraiment un panel d'autres inconvénients, d'accord? Certains ne vont pas aimer l'hypothèque pour la simple et bonne raison qu'ils estiment que c'est porter préjudice au patrimoine de la personne ou du client et que c'est trop risqué. Ça, j'ai déjà entendu sortir ça de la bouche d'un banquier. D'autres ne vont pas apprécier l'hypothèque parce qu'ils vont estimer que c'est trop cher, parce que très souvent, tu vas avoir des frais à l'entrée et également à la sortie dans certaines conditions. On ne va pas les développer ici. Donc voilà, il y a un tas d'inconvénients qu'on peut toujours trouver à chaque chose dans tous les cas. Mais là, dans l'idée, c'est vraiment te donner les inconvénients à mes yeux qui sont majeurs et qui vont avoir une incidence sur le développement de ton patrimoine. Ensuite, tu vas avoir la garantie déplacée, donc la caution. Le crédit logement, c'est le plus connu d'ailleurs. C'est un organisme de cautionnement qui, lui, à l'inverse de l'hypothèque, va se porter donc du coup garant. L'hypothèque, c'est la banque qui se porte garante et qui va dire voilà, moi je me porte garante en cas de problème. Le cautionnement, lui, c'est totalement différent. La banque va demander à ce qu'il y ait un tuteur, si je dois illustrer mes propos. Et donc, elle va demander à ce tuteur de se porter garant et de dire, ok, si demain il y a un pépin, est-ce que tu payes ou non? Donc là, le risque, il est déplacé auprès d'un tuteur qui, lui, a les fonds de payer et elle n'a pas besoin de bloquer ces fonds-là et elle peut les utiliser autrement. L'inconvénient, j'espère que tu l'auras compris rapidement, mon ambitieux, c'est que là, c'est plus le banquier qui va décider de ton projet, c'est le garant. Et à partir de ce moment-là, tu fais face à un problème, c'est que toi, tu n'es pas en contact avec ce dit garant. Donc, comment le convaincre que ton projet est finançable? Comment le convaincre qu'il n'aura pas, durant les 25 ans, durant les 20 ans, à intervenir parce que tu n'auras pas pu payer tes mensualités? Et c'est là où ça devient intéressant et on arrivera donc du coup sur l'étape numéro 3. Mais juste avant, je vais donner les avantages et les inconvénients de cette dite garantie déplacée. Alors les avantages, il y en a plusieurs. Premièrement, c'est déjà le coût. Il s'avère que certaines garanties te remboursent par la suite des frais lorsque tu as remboursé ton crédit. Ça donne la facilité au banquier, à lui, de dire oui plus facilement lorsque la garantie va accepter, bien sûr. Ça va également te donner la possibilité à toi de pouvoir, quand tu connais l'organisme qui va être garant, d'orienter ton dossier en fonction de comment l'organisme, lui, va interpréter qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et d'ailleurs, j'en profite également pour te dire qu'il y a des liens qui sont juste en bas et qui te permettent de rentrer en contact avec moi. Et ces liens, tu cliques dessus, tu programmes un appel téléphonique, je t'appelle, on échange sur ta situation et ça nous permet en fait de voir dans un premier temps ta situation et ça totalement gratuitement. Donc voilà, au niveau des avantages, on pourra en trouver encore plein d'autres. Et ensuite, au niveau des inconvénients, c'est que, comme je te l'ai expliqué, c'est plus ton banquier qui a le pouvoir. C'est donc du coup le tuteur. Et là, la question peut se poser, comment rentrer en contact avec lui? Tu ne peux pas rentrer en contact avec lui directement, ce serait trop beau sinon. Comment le sensibiliser sur ton projet et faire en sorte qu'il accepte d'être ton tuteur, d'être ton garant, tout simplement. Et c'est là, mon ambitieux, on arrive sur l'étape numéro 3, c'est comment faire face à ça. Maintenant qu'on connaît ce secret bien gardé des banquiers, en fait, pour moi, il y a plusieurs étapes qui vont te permettre de pouvoir rompre ce secret et faire en sorte que le banquier puisse te dire si il fait de la garantie réelle ou s'il fait de la garantie déplacée. D'accord? Au cas où si tu ne l'avais pas compris, je te le redis, l'avantage de la garantie réelle, c'est que c'est ton banquier qui va avoir la main sur ton dossier. Alors que sur la garantie déplacée, ce n'est pas lui qui va avoir la main directement. Alors dans un premier temps, comme je le dis très souvent, il faut échanger avec son banquier. Avant même de commencer ton projet, va lui parler, pose-lui des questions.
Demande-lui quelle est la culture de l'entreprise. Est-ce qu'ils vont partir plutôt sur de la garantie réelle ou plutôt sur de la garantie déplacée? Ça, c'est un point qui est hyper important. D'accord? Et je ne le dirai jamais assez dans mes vidéos. Discute avec ton banquier en amont, en début d'année, pendant des périodes stratégiques, Noël, etc. Discute avant de commencer ton projet de manière à connaître où est-ce que ton banquier y va et dans quel sens il va. Ça, c'est hyper important. Ensuite, si tu apprends que ton banquier ne passe pas par une garantie réelle, mais plutôt une garantie déplacée, et que tu veux malgré tout passer par cette solution-là parce que tu as confiance en ton banquier, ce qui est compréhensible, à ce moment-là, il faut que tu te dises que le type à convaincre, c'est plus le banquier, c'est le tuteur. Et c'est là où ça va être intéressant. C'est-à-dire qu'il faut demander à ton banquier quels sont les éléments qui font que ces derniers temps, le tuteur a dit non. Ah bah peut-être qu'il a dit non quand on a demandé à faire des travaux dans le projet. Eh ben tu ne demandes pas dans le projet, tu demanderas après. Tu vois. Plein de petites subtilités comme ça qui font que tu vas pouvoir obtenir et en tout cas augmenter tes chances d'avoir un oui plutôt que d'avoir un non. Ah, ces derniers temps, le tuteur a plutôt demandé à ce qu'on mette 20% d'apport, 15% d'apport. Ah ok, très bien. Donc je ne vais pas monter mon dossier sans apport. Je ne vais pas proposer mon dossier en mettant 10% d'apport. Je sais que je dois ramener 20% d'apport parce que ce tuteur-là, cette garantie-là, elle demande 20% d'apport dans la plupart des projets. Et comme je te l'ai dit il y a quelques instants, tu rentres en contact avec moi, on peut échanger et élaborer un début de stratégie. Après, par la suite, naturellement, en échangeant aussi avec ton banquier, tu auras déjà un regard, une approche qui sera beaucoup plus pertinente que si tu arrivais et que tu déposais ton dossier et tu dis bah voilà, est-ce que vous pouvez m'accompagner sur le projet? Ce qui est fait beaucoup trop souvent à mon goût en fait et sur lequel il faut vraiment faire très attention. Voilà mon ambitieux, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes pour que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. N'hésite pas à laisser des commentaires et des avis si tu veux rajouter d'autres points de vue que je n'aurais pas forcément vus. N'hésite pas à liker également la vidéo. Et entre-temps, mon ambitieux et mon ambitieuse, je ne sais pas à quel moment tu regarderas la vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.